L'audience est ouverte. Monsieur le greffier d'audience, appelez l'affaire, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente. Situation en République de Côte d'Ivoire dans l'affaire Les procureurs contre Laurent Gbagbo, affaire numéro ICC 0211 0111. Je vous souhaite à tous la bienvenue et j'invite les parties et les participants à se présenter. Je me tourne en premier lieu vers le bureau du procureur. Madam President, honorable judges, Président, le bureau du procureur aujourd'hui est représenté par M. Eric MacDonald, premier substitut du procureur, Gilles Dutertre, substitut du procureur, Reinhold Gaumetzer, juriste hors classe, juriste, Pascal Tourlan, conseiller en coopération internationale, et Sandra Shooters, commise aux affaires. Et je suis Fatou Bensouda, procureur. Je vous remercie. La défense, s'il vous plaît. Merci, Madame le Président. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, vous connaissez déjà Maître Barouan, avocate au barreau de Côte d'Ivoire, membre du Conseil de l'Ordre et ancien membre du Conseil constitutionnel. Derrière moi, Maître Fovo Ivanovic, avocate au barreau de Paris. À côté de moi, Jennifer Naouri, notre assistante juridique. Derrière moi, Gaël Buchet, case manager. Permettez-moi de vous présenter le professeur Jacobs, professeur à l'Université de Leiden. Et quant à moi, je suis Emmanuel Altid, conseil du président Gbagbo. Je vous remercie, Maître Altid. Le représentant légal commun des victimes, s'il vous plaît. Bonjour Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges. Les victimes sont représentées aujourd'hui par le Bureau du Conseil public pour les victimes. À côté de moi, Madame Sarah Pelé, conseil. Derrière moi, Monsieur Enrique Carnero Royo, juriste. Et je suis Paulina Massida, conseil principal. Je vous remercie. Madame Le Greffe, s'il vous plaît. Bonjour, Madame le Président, Madame, Monsieur les juges. Sylvain Arbe, greffier, avec l'assistance de Madame Isabelle Ossereduc et un conseiller juridique associé. Merci. Merci, Madame Arbia. Je présente maintenant la Chambre. À ma droite, le juge Hans-Peter Kaul et à ma gauche, la juge Christine Vantenweinger. Je suis Sylvia Fernandez, juge présidente de cette chambre préliminaire. Je demande maintenant au greffier d'audience de lire un résumé des charges présentées par les procureurs. Monsieur le greffier d'audience, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente. Les charges présentées par les procureurs sont contenues aux sections H et I du document amendé de notification des charges, numéro ICC 0211 0111 357, confidentiel annexe 1, qui a été notifié à la Défense le 17 janvier 2013. Au vu des faits et des circonstances énoncées au paragraphe 92 à 100 du document amendé de notification des charges, les procureurs allèguent que Laurent Gbagbo a commis des crimes contre l'humanité lors des 4 événements suivants. Entre le 16 et le 19 décembre 2010, à Abidjan, pendant et après la manifestation des partisans de Ouattara, qui se rendaient au siège de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Le 3 mars 2011, lors d'une manifestation des partisans de Ouattara à Abobo. Le 17 mars 2011, au marché d'Abobo ou dans les environs, en bombardant au mortier un secteur densément peuplé.
le 12 avril 2011 à Yopougon. Le procureur allègue que Laurent Gbagbo a commis, en tant que coauteur indirect, les crimes contre l'humanité suivants. Chef 1. Crime contre l'humanité de meurtre d'au moins 166 personnes en violation des articles 7.1a et 25.3a du statut lors des 4 événements mentionnés. Chef 2. Crime contre l'humanité des viols de moins 34 personnes en violation des articles 7.1g et 25.3a du statut lors des événements qui se sont déroulés entre le 16 et le 19 décembre 2010, ainsi que le 12 avril 2011. Chef 3. Crime contre l'humanité d'actes inhumains, à savoir des actes causant des atteintes graves à l'intégrité physique et des grandes souffrances contre au moins 94 personnes en violation des articles 7.1k et 25.3a du statut, ou, à titre subsidiaire, tentative de meurtre constituant un crime contre l'humanité en violation des articles 7.1a et 25.3f du statut lors des 4 événements mentionnés. Chef 4. Crime contre l'humanité des persécutions pour des motifs d'ordre politique, national, ethnique et religieux contre au moins 294 personnes en violation des articles 7.1h et 25.3a du statut lors des 4 événements mentionnés. En outre, les procureurs s'appuient sur les mêmes faits et circonstances au paragraphe 101 à 108 du document amendé de notification des charges pour alléguer que Laurent Gbagbo est responsable des crimes contre l'humanité suivants commis par les forces pro-Gbagbo. Chef 5. Crime contre l'humanité des meurtres d'au moins 166 personnes au titre des articles 7.1a et 25.3d du statut lors des 4 événements mentionnés. Chef 6. Crime contre l'humanité des viols d'au moins 34 personnes au titre des articles 7.1g et 25.3d du statut, lors des événements qui se sont déroulés entre le 16 et le 19 décembre 2010, ainsi que le 12 avril 2011. Chef 7. Crime contre l'humanité d'actes inhumains, à savoir des actes causant des atteintes graves à l'intégrité physique et de grandes souffrances contre au moins 94 personnes au titre des articles 7.1k et 25.3d du statut, ou, à titre subsidiaire, crime contre l'humanité des tentatives de meurtre de moins 94 personnes au titre des articles 7.1a et 25.3f du statut lors des 4 événements mentionnés. Chef 8. Crime contre l'humanité des persécutions pour des motifs d'ordre politique, national, ethnique et religieux contre au moins 294 personnes au titre des articles 7.1k et 25.3d du statut lors des 4 événements mentionnés. Je vous remercie. Je voudrais rappeler que le but de la présente audience, conformément à l'article 61.7 du statut, est de permettre à la Chambre de déterminer s'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que M. Laurent Gbagbo a commis chacun des crimes qui lui sont imputés.
Par conséquent, je voudrais souligner que cette audience n'est pas un procès. Cette Chambre n'est pas appelée à se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence de M. Gbagbo, mais seulement à décider si la présente affaire doit être renvoyée devant une chambre de première instance pour y être jugée. Pendant l'audience, le procureur doit étayer chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour permettre sa confirmation. Pour sa part, la défense peut contester les charges, contester les éléments de preuve produits par le procureur et présenter des éléments de preuve. Aussi, conformément à l'article 68.3 du statut, les victimes qui ont été admises à participer peuvent exposer leurs vues et préoccupations par l'intermédiaire de leur représentant légal commun, Mme Massida, du Bureau du Conseil public pour les victimes. Dans cette affaire, Mme Massida s'est vue accorder le droit d'assister à toutes les séances publiques de l'audience de confirmation des charges, ainsi que le droit de faire une courte déclaration au début et à la fin de l'audience. Il est par ailleurs possible pour le représentant légal d'intervenir à d'autres moments avec l'autorisation de la Chambre. Les parties et participants feront leur présentation en respectant les temps qui leur a été alloué et suivant l'ordre et les conditions établies par la décision 397 du 12 février 2013. Aussi, conformément à cette décision, les parties et participants seront autorisés à présenter des observations écrites à l'issue de l'audience dans un délai qui sera fixé en temps opportun. Je vous rappelle que cette audience est publique. Lorsqu'il sera fait référence à des éléments de preuve confidentiels, vous devrez faire attention à ne pas révéler des informations qui iraient à l'encontre des exigences de confidentialité. Exceptionnellement, certaines parties de l'audience pourront être poursuivies à huis clos ou à huis clos partiel. La Chambre tiendra compte des dispositions d'ordre pratique qui ont été mises en place afin de permettre à M. Gbagbo de participer pleinement à toute l'audience. La Chambre a prévu à cet effet 3 heures d'audience par jour au cours de l'après-midi, chaque séance ne dépassant pas 1 heure. Des installations sont à la disposition de M. Gbagbo afin qu'il puisse se reposer pendant les pauses. La Chambre espère que ces arrangements permettront à M. Gbagbo d'être présent tout au long des sessions. Je tiens à souligner que M. Gbagbo ne devrait pas hésiter à informer la Chambre si un problème survient. Je passe désormais au premier point de notre calendrier, les observations de la défense concernant d'une part la recevabilité de l'affaire et d'autre part les questions liées à la régularité des procédures qui ont précédé cette audience. La Chambre note que le vendredi 15 février, la défense a déposé sa requête relative à la recevabilité de l'affaire en vertu des articles 19 et 17 du statut. Bien que les parties et les participants soient autorisés à faire des observations sur cette question aujourd'hui, s'ils le souhaitent, la Chambre permettra aussi la soumission d'observations écrites en vertu des règles 58.3 et 59.3 du règlement des procédures et des preuves.
Conformément à la règle 59.1b, la Chambre tient à préciser que dans le cadre de la procédure concernant la contestation de la recevabilité, le représentant légal commun doit représenter non seulement les victimes admises à participer aux procédures, mais également toutes les victimes qui ont déjà communiqué avec la Cour à l'occasion de la présente affaire. Par conséquent, la Chambre donne la possibilité au procureur et au représentant légal des victimes de répondre à la constatation de recevabilité au plus tard le jeudi 28 mars 2013. Maître Altit, vous avez la parole sur la question de la recevabilité de l'affaire et celle de la régularité des procédures. Veuillez garder à l'esprit que nous devons nous arrêter à 15h30, mais que vous serez autorisé à poursuivre après la pause. Et je vous prie, ainsi qu'aux autres parties et participants, de parler lentement et de faire des pauses suffisantes pour permettre l'interprétation. Maître Altit, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Les observations de la défense concernant la procédure de recevabilité et les questions portant sur la conduite de la procédure seront faites par le professeur Jacobs. Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, toute procédure judiciaire accouche d'une histoire. Histoire de lieu, de date, d'événements. Histoire d'un homme, le président Gbagbo, arrêté, suspecté, accusé, mais avant tout, un homme présumé innocent. Et qui le sera encore, quelle que soit l'issue de cette audience de confirmation des charges. Un homme au cœur des débats et dont le respect des droits est au cœur de la procédure. Dans une procédure judiciaire internationale, c'est aussi l'histoire, avec un H majuscule, qui s'écrit. En effet, les situations dans lesquelles la Cour est appelée à intervenir l'emmènent nécessairement à considérer un contexte historique, sociologique et politique sans lequel il ne peut y avoir de compréhension d'une affaire. C'est toujours l'histoire d'un pays, d'une région, d'un peuple et de ses souffrances qui s'écrit. Les remarques préliminaires qui vont être présentées vont être l'occasion pour la défense de mettre en avant quelques premiers éléments de compréhension du contexte dans lequel s'inscrit la présente affaire. Mais avant tout, ces remarques vont permettre d'évoquer les acteurs et les personnages de cette histoire. Le procureur, l'ONU, les autorités ivoiriennes, les autorités françaises, le représentant des victimes dans la présente procédure et évidemment les juges et le président Gbagbo. À cet effet, la défense va en premier lieu présenter des éléments relatifs à la recevabilité de l'affaire, avant, dans un deuxième temps, d'évoquer un certain nombre de questions préliminaires dont la considération est essentielle
dès le début de l'audience de confirmation des charges. Je commence donc par la recevabilité. Au cœur de la recevabilité, il y a le principe de complémentarité. Ce principe articule les rapports entre la Cour et les autorités nationales et accorde une primauté à ces dernières. Par ailleurs, le principe de complémentarité doit se comprendre en rapport avec l'obligation de poursuivre les auteurs de crimes internationaux qui pèsent sur les États en droit international. Cette obligation est d'ailleurs reconnue dans le préambule du statut de Rome au même titre que celui de la complémentarité. En d'autres termes, la complémentarité ne peut se comprendre comme un choix accordé aux juridictions nationales de poursuivre, mais au contraire comme l'obligation de poursuivre en premier lieu. C'est à la lumière de cette obligation que le test juridique de complémentarité doit être compris. À cet égard, la défense rappelle qu'au titre de l'article 17 du statut, une affaire est irrecevable si, et je cite, elle fait l'objet d'une enquête ou de poursuite de la part d'un État ayant compétence, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites. Il y a donc deux étapes dans le test de complémentarité. Premièrement, y a-t-il enquête ou poursuite au niveau national? Et deuxièmement, l'État est-il incapable ou n'a pas la volonté? Ayant déposé sa requête en irrecevabilité, la défense invite à s'y référer pour les détails de l'argumentation et souhaite juste ici insister sur quelques points essentiels. Commençons donc par l'existence de procédures au niveau national. La défense rappelle que le président Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011 par les forces fidèles à Alassane Ouattara, avec le soutien des forces de l'ONUCI et de la France, comme le souligne lui-même le procureur au paragraphe 15 de son document contenant les charges. Il sera détenu pendant près de 8 mois à Korogo, dans le nord du pays, sans titre et sans mandat, jusqu'à son transfert à La Haye le 29 novembre 2011. Pendant cette période, s'il y a eu une certaine opacité de la part des autorités ivoiriennes sur les raisons de sa détention, il ne fait aucun doute qu'il existait bien des poursuites contre le président Gbagbo. Cela est le plus clairement attesté par sa mise en examen le 18 août 2011. Rien n'indique aujourd'hui qu'il a été mis fin à ces poursuites. D'ailleurs, le procureur lui-même confirme l'existence de ces poursuites en juin 2012 lors de la procédure de mise en liberté provisoire, en affirmant que si la chambre préliminaire devait prononcer cette mise en liberté provisoire, le président Gbagbo devrait être renvoyé devant les juridictions ivoiriennes pour être poursuivi. La défense note à ce titre avec intérêt le soutien apporté à l'époque et de façon anticipée du bureau du procureur pour la présente requête. Une fois l'existence de poursuites établie,
il reste à déterminer plus précisément si celle-ci concerne substantiellement le même comportement, comme l'exige la Chambre d'appel de la présente Cour. La défense considère que le comportement à prendre en compte est le comportement en rapport avec le contexte dans lequel auraient eu lieu les crimes, plutôt que le comportement en rapport direct avec la commission des crimes eux-mêmes. En effet, on voit bien à la lecture du document contenant les charges que le cœur de ce qui est reproché au président Gbagbo, ce ne sont pas les quelques événements précis choisis par le procureur, mais la soi-disant mise en œuvre d'une politique générale visant à rester au pouvoir par tous les moyens. Or, c'est exactement ce qui lui est reproché dans les procédures engagées contre lui en Côte d'Ivoire. La défense invite à ce titre la Chambre à ne pas se contenter de constater que le président Gbagbo est seulement poursuivi pour crimes économiques devant les juridictions nationales, ce qui est un simple habillage cosmétique visant à cacher une réalité qui est bien plus complexe, comme l'attestent les documents fournis par la défense à la Chambre au soutien de sa requête en irrecevabilité. Ces documents montrent, sans ambiguïté, que ce qui est reproché au président Gbagbo, c'est son comportement pendant la crise post-électorale dans la mise en œuvre d'une volonté de rester au pouvoir à tout prix, faisant ainsi écho, presque point par point, au DCC du procureur. Dans le même ordre d'idées, les enquêtes nombreuses menées en Côte d'Ivoire contre les anciens collaborateurs du président Gbagbo portent nécessairement sur le président Gbagbo. En effet, quel procureur sérieux pourrait affirmer qu'il enquête sur tous les présumés exécutants de crimes allégués sans enquêter sur celui qui les aurait supposément ordonnés? Il ne fait donc aucun doute que c'est bien substantiellement le même comportement qui fait l'objet d'enquêtes en Côte d'Ivoire et qui est la base des poursuites engagées contre le président Gbagbo devant la présente Cour. La défense invite donc la Chambre préliminaire, en application de l'article 17 du statut, à déclarer la présente affaire irrecevable. Et ce, d'autant que la Côte d'Ivoire n'est ni incapable, ni ne manque de volonté pour traduire le président Gbagbo en justice, comme nous allons à présent le développer brièvement. Avant de considérer ces questions, la défense souhaite attirer l'attention de la Chambre sur la formulation du statut de Rome sur ce point. Ainsi, selon l'article 17, la capacité et la volonté ne sont absolument pas des conditions à remplir positivement par la partie ou l'État qui conteste la recevabilité pour que l'affaire soit déclarée irrecevable. La formulation dans le statut est négative. L'affaire est irrecevable s'il existe des poursuites au niveau national, à moins que l'État est incapable ou n'a pas la volonté. En d'autres termes, il ne faut jamais démontrer la capacité ou la volonté de l'État, mais son incapacité ou son absence de volonté. Il ressort logiquement de cela que c'est sur la partie invoquant cette incapacité ou cette absence de volonté, le procureur par exemple, que devrait reposer la charge de la preuve.
Cela étant dit, dans un souci d'aider la Chambre à prendre sa décision, la défense avance un certain nombre d'éléments sur la capacité et la volonté de la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, sur la capacité. La défense rappelle que les exigences posées par le statut pour qu'un État soit déclaré incapable sont assez élevées. Ainsi, selon l'article 17.3, et je cite, « Pour déterminer s'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires, ou de mener autrement à bien la procédure. » On est bien loin de cela en Côte d'Ivoire. Déjà, la Côte d'Ivoire elle-même proclame fréquemment sa capacité à poursuivre les personnes impliquées dans les événements qui ont suivi les élections. Ensuite, comme illustration de la capacité de la Côte d'Ivoire, la défense note l'ampleur des poursuites engagées à l'heure actuelle en Côte d'Ivoire, même contre les personnes les plus haut placées de l'Ancien Régime. Ainsi, par exemple, la défense souligne que Simone Gbagbo et Charles Blé Goudé, deux des co-auteurs allégués du président Gbagbo dans le document contenant les charges, sont poursuivis en Côte d'Ivoire. C'est aussi le cas de la plupart de ses anciens ministres et de hauts responsables militaires. Il ne saurait, dès lors, être affirmé que la Côte d'Ivoire est incapable. Sur la volonté, comme pour la capacité, le statut de Rome définit avec précision l'absence de volonté. Celle-ci s'entend comme le fait d'engager des poursuites dans le but de soustraire une personne à sa responsabilité pénale ou de conduire des procédures de façon incompatible avec l'intention de traduire la personne en justice. Cette définition s'inscrit parfaitement dans la logique de lutte contre l'impunité qui sous-tend le statut de Rome. Pour le dire simplement, le seul critère pertinent est celui de la sincérité des poursuites nationales, pour éviter les procès illusoires où une personne bénéficierait d'une clémence politique considérée comme incompatible avec la lutte contre l'impunité. Or, rien n'indique que les poursuites nationales ont été engagées avec cet esprit. Bien au contraire, les déclarations répétées des autorités ivoiriennes sur la supposée responsabilité du président Gbagbo lors des événements post-électoraux, ainsi que le document que la défense a fourni à la Chambre, ne peuvent laisser supposer qu'une quelconque clémence serait étendue au président Gbagbo. Comme d'ailleurs pour tous les soi-disant pro-Gbagbo poursuivis en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est donc logiquement, à la lumière de la lettre et de l'esprit du statut, que la Côte d'Ivoire doit être considérée
comme ne manquant pas de volonté au sens de l'article 17. La défense note que la Chambre de première instance dans l'affaire Katanga a considéré qu'il existait une autre forme d'absence de volonté, non explicitement prévue au statut, selon laquelle, si un État coopère avec la Cour pour assurer qu'une personne soit traduite en justice devant la juridiction internationale, il peut être considéré comme n'ayant pas la volonté au sens de l'article 17. La défense considère que ce test n'est pas applicable à la présente espèce, et ce pour deux raisons principales. Dans Katanga, la Chambre faisait face à une inaction complète des autorités nationales vis-à-vis de l'accusé, ce qui n'est clairement pas le cas dans la présente affaire, comme la défense l'a déjà souligné. Surtout, et c'est peut-être là le plus important, l'adoption de cette définition de l'absence de volonté qui permet à un État de ne rien faire, même s'il en est capable, en renvoyant quelqu'un à la CPI à sa convenance, est contraire à l'obligation première des États de poursuivre. La Cour ne saurait ainsi dédouaner les États de cette responsabilité. À la lumière de ce qui précède, la défense invite donc respectueusement la Chambre préliminaire à déclarer l'affaire irrecevable, parce qu'elle fait bien l'objet de procédures en Côte d'Ivoire et que le pays ne peut être considéré ni comme incapable, ni comme manquant de volonté. J'aimerais conclure cette partie sur la recevabilité par une invitation à la prudence de la part de la Chambre préliminaire. L'histoire que cette affaire contribuera à écrire est aussi celle de la Cour pénale internationale. Et les décisions prises aujourd'hui pourraient avoir des conséquences dans d'autres affaires à venir. C'est notamment le cas en ce qui concerne le rapport entre la Cour et les États où ont lieu les enquêtes. Ainsi, si la Chambre préliminaire devait déclarer cette affaire recevable, elle risquerait d'envoyer un message aux États qu'elle peut être utilisée comme une cour de convenance au gré des volontés politiques locales, comme c'est aujourd'hui le cas pour la Côte d'Ivoire. Par exemple, la Chambre préliminaire ne saurait valider la manipulation grossière consistant pour la Côte d'Ivoire à ne mettre le président Gbagbo formellement en examen que pour crime économique, dans un but évident de contourner la complémentarité, alors que tout prouve que l'enquête contre lui, jusqu'à aujourd'hui, dépasse largement ce cadre. Plus généralement, la Côte d'Ivoire a, à de nombreuses reprises, montré qu'elle considérait la Cour comme une cour de convenance. Ainsi, voici comment Alassane Ouattara parlait de la CPI en avril 2012. Et je cite :
Peut-être maintenant parlons des autres. Simone Gbagbo, Blé Goudé. Mais vous savez que des mandats d'arrêt ont été émis contre eux. La procédure est en cours. Peut-être ça dépendra d'eux. Moi, je préfère les juger ici. Peut-être qu'eux, ils voudront aller à La Haye. Si c'est leur volonté d'aller à La Haye, est-ce que je peux les en empêcher? Ces propos trouvent écho dans les déclarations récentes de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à l'ONU. Et je cite encore brièvement. Si le gouvernement pense que nous avons les moyens de juger Mme Gbagbo, nous le ferons. Sinon, nous la référerons à la CPI. Et je continue. Il se pourrait que Charles Blé Goudé puisse être traduit devant la CPI. Le gouvernement étudie la question et se prononcera en temps voulu. C'est donc cela, la CPI. Une cour qui attend qu'un État lui réfère une affaire à sa convenance. Une cour qui attend même patiemment que d'éventuels suspects décident où ils veulent être poursuivis. Une cour qui n'aurait finalement que d'autre intérêt que d'assurer la présence d'une personne dans le box des accusés et qui serait aveugle aux manipulations politiques des États. Évidemment que non. Personne dans cette salle d'audience ne pourrait adhérer à une telle idée. Et pourtant, c'est le message qui serait lancé à tous si la présente affaire était déclarée recevable. Ayant fini sur la recevabilité, je vais à présent aborder 4 questions préliminaires. La première est relative à la coopération. La seconde relative aux documents contenant les charges. La troisième relative au rôle du représentant légal des victimes dans la présente affaire. Et enfin, la quatrième sur la connexité entre la présente affaire et les affaires en cours en Côte d'Ivoire. Tout d'abord, la coopération. Comme nous le rappelions en introduction, une procédure pénale internationale met inévitablement en lumière des dimensions géopolitiques complexes qui éclairent et expliquent le contexte d'une affaire. La présente affaire n'échappe pas à cette règle et se caractérise même par une complexité particulière du fait de l'implication forte d'acteurs internationaux, au premier rang desquels l'ONU et la France. Ces deux acteurs ont été présents et surtout actifs pendant toute la crise ivoirienne, bien avant les élections de 2010. Ainsi, l'ONUCI est présente depuis 2004, alors que la présence de la France et son implication en Côte d'Ivoire datent de bien avant. À ce titre, ils ont été les premiers témoins et surtout les premiers acteurs de la crise post-électorale qui est le contexte de la présente affaire. Le rôle de l'ONU s'est révélé multiple.
présence d'observateurs, déploiement de contingents de maintien de l'ordre, médiation, participation aux négociations de paix, légitimation du recours à la force, participation au combat, reconstruction du pays, renforcement de la règle de droit et vérification des atteintes aux droits de l'homme. Quant à la France, ancienne puissance coloniale, elle est présente militairement, administrativement, économiquement, financièrement et politiquement depuis l'indépendance. Dans ces conditions, il est bien évident que tant l'ONU que les autorités françaises disposent des éléments propres à permettre à la Chambre de déterminer la crédibilité des allégations du procureur. Plus précisément, comment penser que tant les autorités françaises qu'onusiennes ne disposent pas d'éléments cruciaux concernant la RTI, la marche des femmes, le marché d'Abobo et les affrontements à Yopougon? Quant aux autorités ivoiriennes, il est logique de penser qu'elles disposent elles aussi d'éléments utiles. Par exemple, concernant les mouvements de troupes, aussi bien gouvernementales que rebelles. Or, il est frappant de constater que le procureur n'apporte aucun élément à ce propos. Alors, avec votre permission, Madame la Présidente, je m'excuse d'interrompre mon collègue, mais je crois qu'on déborde à cette étape-ci le cadre de, premièrement, une requête en recevabilité et l'agenda, la cédule. Il s'agit de questions préliminaires et non d'avoir l'occasion de faire à plusieurs reprises un opening statement ou des déclarations liminaires. Mon collègue aurait la chance de faire ça demain, mais à cette étape-ci, quelles sont les requêtes? Quelles sont les demandes? Ce n'est aucune. Il y a des requêtes préliminaires à faire en vertu de 122.3, qu'on les fasse, mais ce n'est pas l'occasion de, à nouveau, faire des déclarations liminaires avant même que le bureau du procureur ait la chance de faire les siennes. Selon l'horaire demain, on aura l'occasion de faire cela et également de discuter de l'ensemble de la preuve lors des présentations de la défense. Je vous remercie. Effectivement, il faut se concentrer maintenant dans des questions de la recevabilité et de la question des irrégularités des procédures. En tout cas, maintenant, vous avez seulement 5 minutes avant la pause. Alors, ou bien vous reprenez avec vraiment des questions des procédures, ou bien maintenant, si vous préférez, on peut suspendre pour reprendre à 4 heures. Merci, Madame le Président. Ce sont des questions fondamentales qui ont trait à la procédure, qui ont trait à la manière dont ce procès est mené. Ce sont des questions essentielles que nous devons porter devant la Chambre et que nous devons discuter. Et il n'est pas acceptable que le procureur, sous un prétexte quelconque, empêche le professeur Jacobs de développer son argumentation. La parole ici est libre, pourvu, vous l'avez rappelé, Madame le Président, c'est juste que nous traitions ce qui était prévu. C'était prévu. Ce sont des questions de procédure. Le professeur Jacobs va terminer sa démonstration sur ce point. Cette démonstration n'aura pris que quelques minutes. Il va arriver à sa conclusion, une conclusion juridique, et je voudrais, s'il vous plaît, qu'il soit rappelé au procureur de respecter le caractère contradictoire des débats, même si
les éléments qui sont des éléments de fait, un constat, ne lui plaisent pas. Vous pouvez continuer sur des questions qui font à des questions d'irrégularité de la procédure seulement. Même si ce sont des choses importantes, il faut que ça soit dans le cadre alloué à ce type de questions. C'est bien clair. Vous avez 4 minutes et après, je vais vraiment vous couper pour faire la pause de demi-heure qu'on avait arrangée. Merci Madame la Présidente. Je n'aurai pas besoin de plus de temps. Le point que la défense soulève ici est effectivement une question de procédure et une question liminaire. En effet, toutes les demandes que la défense a faites tendant à obtenir des 3 protagonistes essentiels que sont l'ONU, la France et la Côte d'Ivoire, les éléments nécessaires à la compréhension des événements, se sont heurtés à un mur de silence où ont suscité des réponses dilatoires. Cela a un impact certain sur la procédure et mérite d'être discuté dès le début de la confirmation des charges. La transmission de tels éléments est indispensable, du fait de la modestie notamment des éléments de preuve apportés par le procureur. Par conséquent, il paraît nécessaire de repousser l'audience à un moment où la Chambre pourra disposer des éléments indispensables à la manifestation de la vérité. J'en ai fini sur ce premier point. Peut-être serait-il plus judicieux de faire la pause maintenant ? Oui, je crois, parce que vous avez seulement 2 minutes, alors c'est mieux, je pense, de suspendre maintenant. Et on revient à 4 heures. On suspend la séance. All rise. Leave it there.